Chunk One, et nous avions l'ordre de sortir les canots de sauvetage. Et à cause de l'ordre, le même vieil ordre, femmes et enfants, et nous avons balancé les canots de sauvetage et les avons progressivement remplis. Les premiers bateaux étaient tout à fait du côté bâbord. En 1912, une boîte oubliée est restée dans les archives du Titanic pendant plus de 100 ans. À l'intérieur se trouvait un manifeste des canots de sauvetage que personne n'avait vraiment étudié. Lorsque les experts ont finalement zoomé, ils sont devenus pâles. Ce n'était pas seulement une liste de survivants. D'étranges marques sont apparues à côté des noms. Certains étaient barrés, d'autres avaient des symboles mystérieux. Un nom avait un petit X à côté. Les historiens pensent maintenant que cette personne a été retrouvée congelée dans un canot de sauvetage, renversé quelques jours plus tard. Mais la découverte la plus choquante ne concernait pas ceux qui ont survécu. Il s'agissait des sièges vides qui flottaient dans l'obscurité. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ce morceau de papier terrifiait les experts, nous devons revenir au tout début, avant même que le Titanic ne quitte le port. Le Titanic a quitté Southampton le 10 avril 1912. C'était le plus grand navire au monde et presque tout le monde le disait insubmersible. Plus de 223 personnes étaient à bord, y compris les passagers, l'équipage et les officiers. Mais il manquait une chose, assez de canots de sauvetage. Le Titanic n'en transportait que 20. 14 étaient les types de bois réguliers. 2 étaient de petits cotres d'urgence. Et 4 étaient des bateaux pliables en toile. Au total, s'ils étaient remplis à ras-bord, ils pouvaient contenir 178 personnes. Ce n'était même pas proche du nombre de personnes à bord du navire. En fait, c'était suffisant pour environ 53% de toutes les personnes à bord. Cela signifiait que près de la moitié des personnes n'avaient aucune chance d'obtenir un siège, même dans le meilleur des cas. Mais ça empire. La nuit où le Titanic a coulé, 472 de ces sièges de canots de sauvetage n'ont pas été utilisés. Ils étaient vides. Chunk 2. Des centaines de personnes sont mortes, alors que l'espace flottait dans l'obscurité. Pourquoi un navire aussi énorme et moderne transporterait-il si peu de canots de sauvetage? La réponse a choqué même les historiens expérimentés. C'était légal. À l'époque, la loi n'exigeait pas que les navires aient des canots de sauvetage pour tout le monde. Les règles étaient basées sur le poids d'un navire, pas sur le nombre de personnes à bord. Le Titanic avait en fait plus de canots de sauvetage que nécessaire. La conception originale prévoyait 48 bateaux, mais ce nombre a été réduit à seulement 20, car plus de bateaux auraient encombré les élégants ponts ouverts. Les constructeurs et les propriétaires croyaient que le Titanic flotterait assez longtemps pour que les secours arrivent, même en cas de catastrophe. Le capitaine Edward Smith a dit un jour « Je ne peux imaginer aucune condition qui ferait couler un navire. La construction navale moderne a dépassé cela. » Il y croyait vraiment. Mais le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic a heurté un iceberg. Quelques minutes plus tard, de l'eau froide s'engouffrait. En quelques heures, il se briserait et disparaîtrait sous la mer. Au moment où l'équipage a réalisé que le navire allait couler, il était déjà trop tard pour sauver tout le monde. L'ordre a été donné de découvrir les canots de sauvetage et de commencer l'évacuation. Il était un peu plus de minuit le 15 avril. Les officiers ont essayé de rester calmes, mais la confusion s'est rapidement répandue. 2 officiers étaient chargés de charger les passagers. Le premier officier, William Murdoch, à tribord, et le second officier, Charles Littler, à bâbord. Ils ont tous deux suivi la règle des femmes et des enfants d'abord, mais de différentes manières. Murdoch a autorisé certains hommes à monter à bord si aucune femme n'était à proximité. Lawler a complètement refusé les hommes, même s'il restait de la place dans le bateau. Cette différence a changé la vie de nombreuses personnes cette nuit-là. Les passagers étaient effrayés et confus. Lorsque l'iceberg a frappé, beaucoup n'avaient ressenti qu'une petite vibration. Le navire avait toujours l'air bien. Les lumières étaient allumées. La musique jouait. Cela ne semblait pas urgent. Chunk 3.
croire. Monter dans un minuscule bateau suspendu à 20 ou 25 mètres au-dessus d'un océan noir et glacé semblait plus dangereux que de rester sur place. En conséquence, certains canots de sauvetage ont été mis à l'eau, presque vides. Le canot de sauvetage 7 a été le premier à être abaissé vers 0h40. Il pouvait contenir 65 personnes. Seulement 28 étaient à bord. Ce genre d'erreur s'est reproduit encore et encore. Le canot de sauvetage 6 est parti avec seulement 24 personnes. Celui-ci transportait Margaret Brown, la millionnaire de Denver, plus tard connue sous le nom de l'insubmersible Molly Brown. Elle a dû être physiquement ramassée et placée à l'intérieur par l'équipage. Un homme a été autorisé dans ce bateau, le major Arthur Poutin, parce qu'il avait de l'expérience en navigation et a offert d'aider à ramer. Les règles étaient si strictes que même les garçons étaient parfois refusés. Un garçon de première classe de 11 ans, William Carter Jr., s'est vu refuser l'entrée jusqu'à ce que sa mère place un chapeau de femme sur sa tête pour le déguiser. La frontière entre l'enfance et l'âge adulte s'est estompée dans la panique. Il y avait des histoires de pères tenant leur famille serrée seulement pour voir leurs femmes et leurs enfants être emmenés dans des canots de sauvetage pendant qu'ils se tenaient derrière, sans aucune chance de survie. La douleur était insupportable et le temps pressait. Des fusées ont été tirées dans le ciel, implorant de l'aide. Des signaux de détresse ont été envoyés par radio. Pourtant, les gens hésitaient. Beaucoup ne se sont pas rendus compte que le navire coulait vraiment jusqu'à ce qu'il penche brusquement et que l'Ossa atteigne les ponts. Même alors, ils s'accrochaient à l'espoir. Certains membres d'équipage ont supplié les passagers de monter à bord, mais beaucoup ont refusé. Ils croyaient que le Titanic était encore plus sûr. Un marin a regardé un canot de sauvetage à moitié vide descendre dans la mer et a dit tranquillement « S'ils envoient soin les bateaux, ils pourraient aussi y mettre des gens. » Ces mots ont frappé fort parce qu'ils se sont réalisés. Des centaines de personnes se tenaient encore sur le pont lorsque les derniers bateaux sont partis. Certains ont fait signe au revoir. Certains ont sauté. La plupart n'ont jamais eu une chance. Les experts pensent maintenant que le Titanic avait suffisamment de temps pour sauver presque tout le monde. Il est resté à flot pendant environ 2h30 après avoir heurté l'iceberg. C'était suffisamment de temps pour remplir tous les canots de sauvetage, les abaisser en toute sécurité et les renvoyer pour en chercher d'autres. Chunk 4. Mais ce n'est pas arrivé. La conviction que le navire ne pouvait pas couler a fait hésiter les gens. Une mauvaise planification et différentes interprétations des règles ont aggravé les choses. Le résultat final a été un désastre. Maintenant, plus d'un siècle plus tard, ce manifeste des canots de sauvetage raconte toute l'histoire en noir et blanc. Il répertorie les noms de ceux qui ont survécu, mais montre aussi qui a été exclu, qui est entré tôt, qui a été laissé pour compte. Il y a d'étranges notes à côté de certains noms, comme un point d'interrogation ou une ligne à travers le papier. Un nom avait un petit X à côté. Les historiens pensent maintenant que cette personne a été retirée d'un canot de sauvetage, plus tard retrouvé flottant avec plusieurs corps congelés à l'intérieur. Ce bateau, appelé Collapsible B, a été découvert quelques jours plus tard sans rame, retourné à l'envers, transportant plusieurs cadavres dont le frère du premier officier, William Murdoch, James Moody. D'autres se sont accrochés à ses côtés jusqu'au sauvetage, mais beaucoup avaient trop froid pour survivre. Ce canot de sauvetage avait été mis à l'eau en dernier et n'était pas correctement sécurisé. Il a dérivé pendant des heures. Même si les officiers criaient sans cesse « femmes et enfants d'abord », de nombreux canots de sauvetage du Titanic ont été abaissés avec seulement quelques personnes à l'intérieur. Certains étaient à peine à moitié pleins. Cela n'est pas arrivé par accident. Certains officiers craignaient que les cordes ou les bateaux ne se cassent s'ils les remplissaient trop. Ils ont donc décidé d'être prudents et les ont envoyés avec moins de personnes qu'ils ne pouvaient en contenir. Mais la peur n'était pas la seule raison. Beaucoup de passagers avaient peur de monter à bord. L'idée d'être abaissé de près de 30 mètres dans l'obscurité, au-dessus de l'eau glacée, dans un petit bateau en bois,
ne semblaient pas plus sûrs que de rester sur l'énorme Titanic qui semblait toujours solide sous leurs pieds. Certaines femmes ne voulaient pas laisser leur mari derrière elles. Certaines personnes des ponts inférieurs ne se sont même pas rendues compte de la gravité du danger avant qu'il ne soit trop tard. À cause de tout cela, les canots de sauvetage sont partis avec beaucoup moins de personnes qu'ils n'étaient conçus pour en transporter. Les rapports officiels l'ont confirmé plus tard. La chronologie de cette nuit-là dit tout. À 0h40, le canot de sauvetage 7 a été le premier à être abaissé. Il était du côté tribord et n'avait qu'environ 28 personnes à l'intérieur, même s'il pouvait en contenir 65. De nombreux sièges étaient vides parce que la plupart des gens ne croyaient pas encore que le navire coulait vraiment. 5 minutes plus tard, à 0h45, le canot de sauvetage 5 a été abaissé, également du côté tribord. Chunk 5. Il y avait environ 35 personnes, toujours pas plein. À 0h55, le canot de sauvetage 6 a quitté le côté bâbord, avec seulement environ 24 personnes. Presque toutes étaient des sociétés des femmes et quelques membres d'équipage. L'officier responsable, Liger, a eu du mal à trouver des femmes prêtes à partir. Un seul homme a été autorisé à entrer et c'était Pushine qui a aidé à ramer. À 1h du matin, 2 autres bateaux ont coulé. Le canot de sauvetage 3 avait environ 32 personnes et le canot de sauvetage 8 en avait environ 39. Les deux étaient en dessous de leur capacité. Puis, à 1h10, le canot de sauvetage 1 a quitté le côté tribord avec seulement 12 personnes à bord. Il y avait de la place pour 40. C'est devenu l'un des bateaux les plus discutés plus tard. Il y avait 5 passagers de première classe et 7 membres d'équipage à l'intérieur. Cela signifiait que 28 sièges étaient restés vides au milieu d'une catastrophe. Entre 1h20 et 1h30, d'autres bateaux ont coulé rapidement. Les canots de sauvetage 16, 14, 12 du côté bâbord et les canots de sauvetage 9 et 11 du côté tribord. Ceux-ci étaient un peu plus remplis, environ 40 à 50 personnes en chacun. À ce moment-là, la proue du Titanic était plus basse dans l'eau et les gens ont commencé à paniquer en voyant le navire se pencher. À 1h40, les canots de sauvetage 13 et 15 ont été abaissés très près l'un de l'autre. Il y a eu un moment terrifiant où le canot de sauvetage 15 a failli écraser le canot de sauvetage 13 en dessous. Une forte décharge d'eau avait tiré le bateau 13 sous la trajectoire du bateau 15. À la dernière seconde, certains membres d'équipage ont coupé les cordes à l'aide de couteaux de poche, sauvant tout le monde. Le bateau 15 avait environ 55 personnes. Le bateau 13 en avait environ 64. À 1h45, le canot de sauvetage 2 est descendu du côté bâbord avec seulement environ 25 personnes, même s'il pouvait en contenir 40. Puis, à 1h55, le canot de sauvetage 4 a finalement pu s'éloigner. Il avait été retardé parce qu'il attendait à une porte que les femmes de première classe montent. Il est parti avec environ 30 à 35 personnes. Quelques survivants ont été retirés de la mer et ajoutés plus tard. À 2h du matin, tous les canots de sauvetage en bois avaient disparu. Les seuls qui restaient étaient les pliables. Chunk 6. C'étaient des bateaux spéciaux avec des côtés en toile et étaient rangés à plat. L'équipage s'est précipité pour les ouvrir et les mettre à l'eau alors que la proue s'enfonçait de plus en plus. Le pliable C a été lancé avec succès du côté tribord à 2h du matin, juste au moment où l'eau commençait à se déverser sur le pont. Il y avait environ 43 personnes, dont J. Bruce Ismay, le président de la White Star Line. Il est intervenu à la dernière seconde quand il n'y avait personne d'autre autour. À 2h05, le pliable D a été lancé du côté bâbord. Il est parti avec environ 25 personnes, principalement des femmes. Lightower a aidé à les faire monter à bord. Des témoins ont dit que lorsque D est descendu, l'eau recouvrait déjà le pont de la passerelle du navire. Les gens se précipitaient vers l'arrière du navire, essayant de rester au-dessus de l'eau. Les 2 derniers bateaux pliables, A et B,
n'ont jamais été mises à l'eau correctement. Le Titanic a donné une dernière secousse. Ses lumières ont vacillé et le navire s'est brisé. Le bateau B s'est retourné et a flotté à l'envers. Le bateau A s'est été emporté du pont, droit mais plein d'eau pleine. Les gens ont sauté dans l'océan glacé et ont essayé de grimper sur ces radeaux comme dernier espoir. Le moment final du Titanic est arrivé vers 2h20 du matin lorsqu'il s'est brisé et a disparu sous les vagues, emportant plus de 1500 âmes avec lui. Certains canots de sauvetage ont été témoins de choses qui font encore frissonner les gens aujourd'hui. Le canot de sauvetage 1, lancé à 1h10 avec seulement 12 personnes, est devenu tristement célèbre. Il y avait Sir Cosmo Duff Gordon, sa femme, Lady Lucy Duff Gordon, sa secrétaire et 7 membres d'équipage. Sir Cosmo avait simplement demandé si son groupe pouvait monter à bord et l'officier Murdoch l'a autorisé. Personne d'autre n'a été ajouté. Après que le Titanic ait coulé, ceux qui étaient dans le bateau ont entendu les cris de centaines de personnes dans l'eau, mais personne n'est revenu en arrière. Le pompier Charles Hendrickson a dit qu'il les avait suppliés de revenir et d'aider. Il a crié « C'est à nous de revenir en arrière et de ramasser ceux qui sont dans l'eau. » Mais personne n'était d'accord. Plus tard dans la nuit, Lady Duff Gordon a dit à quel point elle était triste d'avoir perdu sa chemise de nuit et ses affaires. Un membre d'équipage a répondu qu'ils avaient tous perdu leur équipement et que leur salaire s'arrêterait maintenant. Sir Cosmo a dit « Très bien, je vais vous donner 5 livres sterling à chacun pour commencer un nouvel équipement. » Il a donné à chacun des 7 membres d'équipage 5 livres sterling lorsqu'ils ont atteint le navire de sauvetage Carpathia, Chunk 7. Les journaux l'ont ensuite accusé d'avoir soudoyé l'équipage pour qu'il ne revienne pas en arrière. L'enquête britannique s'est penchée sur la question et l'a blanchie, acceptant qu'il s'agissait d'un cadeau et non d'une gratification, mais l'opinion publique ne lui a pas pardonné. Une photo a montré plus tard les passagers du canot de sauvetage, un souriant en gilet de sauvetage sur le pont du Carpathia. Les survivants qui avaient perdu des membres de leur famille ont trouvé cela profondément choquant. Les gens ont commencé à appeler le canot de sauvetage 1 le bateau à argent. Dans le canot de sauvetage 6, les choses étaient différentes. Il y avait surtout des femmes et il était commandé par le quartier-maître Robert Hitchens, qui dirigeait le Titanic lorsqu'il a heurté l'iceberg. Il a refusé de revenir chercher les survivants. Lorsque les gens lui ont demandé de faire demi-tour, il a dit « Inutile de revenir en arrière. Il n'y a que beaucoup de cadavres là-bas. C'est notre vie maintenant, pas la leur. » Il a dit aux rameurs d'arrêter de ramer. Une femme s'est mise en colère et lui a rappelé « Ne savez-vous pas que vous parlez à une dame? » Une autre femme, Molly Brown, n'a pas reculé. Elle lui a dit de se taire ou elle le jetterait par-dessus bord. Puis elle a pris une rame elle-même et a fait en sorte que les femmes rament à tour de rôle pour rester au chaud et continuer à avancer. Son courage et son leadership ont aidé tout le monde à rester en vie. Plus tard, les journaux l'ont appelée l'insubmersible Molly Brown. Son canot de sauvetage a finalement atteint le Carpathia vers 8 heures du matin. Ce bateau transportait également un petit chien, un poméranien. La propriétaire du chien, Elizabeth Rothschild, a refusé de le laisser derrière elle. Au total, 3 chiens ont survécu au naufrage du Titanic. Le fait que plus de chiens aient survécu que beaucoup de personnes est encore difficile à accepter. Un canot de sauvetage est revenu. Le canot de sauvetage 14 était dirigé par le 5e officier Harold Lowe. Son bateau a quitté vers 1h30 du matin avec 40 personnes. Alors qu'il était abaissé, une grande foule a essayé de se précipiter vers lui. Pour les arrêter, Lowe a tiré 3 coups de feu en l'air. Cet avertissement a empêché le bateau d'être submergé. Une fois dégagé, Lowe ne s'est pas contenté de dériver. Après que le Titanic est coulé, il a transféré des passagers vers d'autres canots de sauvetage pour alléger le sien. Puis, il est revenu chercher des survivants. Chunk 8. Il a été le seul officier à retourner sur le site de l'épave. Au moment où il y est arrivé, l'océan était presque silencieux.
La plupart des gens étaient déjà morts de froid. Pourtant, Lowy a retiré 4 personnes de l'eau. 3 sont morts peu après. Un seul a survécu. Un jeune Chinois nommé Fang Lang, qui s'était accroché à du bois flottant. Lorsque Lowy a été interrogé plus tard sur la raison pour laquelle plus de bateaux ne sont pas revenus, les gens ont donné des raisons comme la peur d'être entraînés sous l'eau ou de ne pas se rendre compte de la gravité de la situation. Mais Lowe a déclaré lors de l'enquête américaine qu'il n'était là que pour la vie, pour sauver des vies et non pour s'occuper des corps. Il a laissé 3 corps derrière lui dans un autre canot de sauvetage, mais s'est concentré sur ceux qui respiraient encore. Il y avait même des histoires d'hommes qui se faisaient passer pour des femmes pour monter dans les canots de sauvetage. Lowe a une fois trouvé un homme portant un châle essayant de se faire passer pour une passagère. Il a arraché le châle et l'a jeté dans un autre bateau. Cet homme a été plus tard identifié comme Edward Ryan, un passager irlandais de 3e classe. Il a admis plus tard dans une lettre qu'il avait jeté une serviette sur sa tête pour se faufiler dans un bateau. Un autre homme, Daniel Buckley, a été aidé par une femme gentille qui l'a couvert d'un châle pour le sauver. Il y avait une énorme pression publique sur les hommes pour qu'ils cèdent leur place. Un homme, William Sloper, a été faussement accusé par les journaux de s'être déguisé en femme. Il ne l'avait pas fait. Un officier l'avait autorisé à monter à bord du canot de sauvetage 7, mais la presse l'a attaqué simplement parce qu'il avait survécu. Il a failli poursuivre pour diffamation. À la fin, le tout dernier canot de sauvetage à être mis à l'eau était le pliable D. Lightolier et le chef officier Henry Wilde ont aidé à le charger. Environ 25 personnes sont montées à bord, principalement des femmes, mais à ce moment-là, les hommes ont commencé à paniquer et à se pousser vers l'avant. Lightyear a dû sortir son arme pour les retenir. Il n'a pas tiré, mais l'avertissement était clair. Le pliable D est parti à 2h05 du matin, quelques minutes avant que le navire ne coule. Leiter lui-même a été emporté à la mer. Il s'est accroché au pliable B renversé et a réussi à survivre. Dans l'obscurité glaciale du 15 avril 1912, le silence a recouvert la mer où le Titanic avait disparu juste après 2h20 du matin. Seul le bruit des vagues frappant le bois et les sanglots silencieux des survivants ont rempli la nuit. Chunk, 9 heures. Puis une faible lumière est apparue à l'horizon. Quelqu'un, dans l'un des canots de sauvetage, a crié. C'était une fusée. Et derrière cette fusée, filant à toute vitesse à travers des eaux remplies de glace, se trouvait le RMS Carpathia. Le capitaine Arthur Rostron avait reçu le signal de détresse du Titanic à 0h25. Il n'a pas hésité. Il a ordonné que toute la puissance soit redirigée vers les moteurs, que des veilleurs supplémentaires soient postés et que des services de prière soient organisés pour la protection. Son navire a fendu la nuit, évitant les icebergs et parcourant plus de 58 milles pour atteindre les coordonnées que le Titanic avait données avant de couler. Le Carpathia est arrivé juste après 4 heures du matin. Il n'y avait pas de Titanic, juste des débris flottant dans l'eau noire et de minuscules points de lumière provenant des canots de sauvetage dispersés sur les vagues. À 4h10, ils ont atteint le premier canot de sauvetage. C'était le canot de sauvetage 2. À l'intérieur se trouvaient des hommes et des femmes et des enfants froids et épuisés provenant de l'un des cotres d'urgence. L'équipage et les passagers du Carpathia avaient déjà transformé leur navire en un hôpital flottant. Ils transportaient des boissons chaudes, des couvertures, des bandages et des paroles réconfortantes. Au cours des 4 heures du quarter suivantes, canots de sauvetage après canots de sauvetage sont venus à couple. Certains n'avaient que quelques personnes, d'autres étaient surpeuplés. Le Carpathia a récupéré des survivants sans arrêt jusqu'à 8h15, date à laquelle ils ont atteint le canot de sauvetage 12, qui avait embarqué des passagers supplémentaires pendant la nuit. Il y avait environ 70 personnes entassées à l'intérieur, dont le second officier, Charles Lighto, l'officier le plus haut gradé à avoir survécu. Au moment où la dernière âme a été tirée à bord, le compte final s'élevait à 706 survivants. Cela signifiait que plus de 1500 personnes étaient mortes.
Parmi les personnes sauvées, la majorité étaient des femmes et des enfants, et la plupart étaient de première et de deuxième classe. Le capitaine Rostron a organisé un bref service funèbre en mer. 4 personnes qui avaient été secourues sont mortes peu après des suites d'une exposition ou de blessures. Elles ont été enterrées en mer le jour même. Puis, Rostron a donné l'ordre silencieux. Mettez le cap sur New York. C'était la destination prévue du Titanic, mais maintenant, le Carpathia portait le poids du deuil et du choc au lieu de l'espoir et des rêves. Sur les 20 canots de sauvetage du Titanic, 13 ont été ramenés à bord et emmenés à New York. Chunk, 10. Le reste a été laissé à flotter parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le pont du Carpathia. Le pliable B a été retrouvé vide plus tard. Le pliable A a également été récupéré plus tard, gorgé d'eau et transportant des corps. Les canaux de sauvetage en bois qui ont atteint New York étaient les seules parties restantes du Titanic encore à flot. White Star Line les considérait comme des biens de valeur. Lorsque le Carpathia a accosté au pier 59 le 18 avril, ils ont été déchargés tranquillement, tachés, abîmés et remplis du poids invisible de ce qui s'était passé. Mais quelque chose d'autre est venu avec ces bateaux, le manifeste des canaux de sauvetage. Lorsque les survivants du Titanic ont débarqué, New York les attendait. Les journalistes ont envahi les quais. Des milliers de personnes se tenaient derrière des barricades. Le monde voulait des réponses. Le Bureau de l'immigration des États-Unis avait besoin de noms. Les officiers du quartier du Carpathia, avec l'aide de l'équipage survivant du Titanic, ont créé un manifeste des passagers. Mais ce n'était pas une liste normale. Ce n'étaient pas les passagers du Carpathia. C'était des personnes qui venaient d'échapper à la mort. Le manifeste a enregistré les 706 âmes sauvées. Nom, âge, sexe, état civil, dernier lieu de résidence et destination ont été écrits comme s'il s'agissait de voyageurs réguliers sur le Carpathia. Mais ce n'était pas une liste ordinaire. Elle était regroupée, en gros, par canaux de sauvetage. Vous pouviez lire nom après nom et réaliser qu'ils venaient du même bateau. Voisins de survie. Certains noms avaient des marques à côté, un symbole, une croix, une note comme blessé ou mort après le sauvetage. Une entrée disait DOA, mort à l'arrivée. Cet homme avait survécu au naufrage et était monté dans un canot de sauvetage, mais il est mort avant d'atteindre la terre ferme. Les historiens ont plus tard retracé cela à un homme de 3e classe retiré de l'Okio qui était probablement tombé dans l'eau glacée et ne s'en était jamais complètement remis. Son corps a été enterré en mer, depuis le Carpathia. Pourtant, son nom figurait sur le manifeste. Cela a rendu le document encore plus obsédant. Chunk 11, Chunk 11. Il enregistrait non seulement les vivants, mais aussi ceux que la mort avait essayé de prendre plus d'une fois. Alors que les chercheurs ont zoomé sur ce document des années plus tard, ils ont commencé à réaliser tout ce qu'il révélait sur cette nuit-là. Sur tous les passagers de première classe, seulement 39% sont morts. En deuxième classe, 58% ont été perdus. Mais en troisième classe, le nombre était effroyable. 76% sont morts. En ce qui concerne le sexe, le fossé était encore plus douloureux. Environ 80% de tous les hommes à bord du Titanic ont péri. Parmi les femmes, seulement 25% sont mortes. Cela reflétait la règle des femmes et des enfants d'abord, mais aussi autre chose. De nombreuses femmes et enfants de 3e classe n'ont jamais atteint les canaux de sauvetage. Les barrières, les portes verrouillées et les problèmes de langue les ont ralentis. Des familles entières ont été piégées sous les ponts pendant que les canaux de sauvetage étaient abaissés. Le manifeste racontait ces histoires en silence. Une section montrait une mère avec 2 enfants. Le nom du père était manquant. Il était broissas, il était resté derrière, probablement en faisant signe au revoir. Une autre section énumérait une infirmière et sa patiente. Les 2 ont été secourus. À proximité se trouvait le nom d'un steward qui avait aidé les autres avant de sauter dans un bateau au dernier moment. Environ 212 membres d'équipage ont survécu.
Cela signifie que sur environ 892 membres d'équipage, plus de 75% sont morts en faisant leur travail. Leurs noms figuraient dans la même liste que les millionnaires et les immigrants. Tous secourus, tous humains. Une page montrait un groupe de noms avec une écriture à peine lisible. À la fin de ce groupe se trouvait le nom d'un enfant, suivi d'un espace vide. Cet enfant s'en était sorti. Ses parents, non. Sur 69 enfants en troisième classe, 52 sont morts. Cela signifie que seulement 27 enfants de troisième classe ont survécu. En première et deuxième classe, presque tous les enfants ont vécu. Chunk, 12. Ces chiffres n'étaient pas que des statistiques. C'étaient des cris silencieux cachés entre l'encre et les marges. Les experts qui ont étudié le manifeste des décennies plus tard n'ont pas pu cacher leurs émotions. Un historien a dit « Quand j'ai vu le nom de cet enfant à côté d'un espace vide, j'ai dû m'éloigner. » Un autre a noté que le fait de voir des familles entières brisées par une ligne d'encre rendait la chose réelle d'une manière qu'aucune photo ne pourrait jamais faire. Le manifeste n'était pas qu'un registre, c'était une liste d'âmes, un registre du destin. White Star Line a conservé le document. Pendant des années, il est resté dans les archives, presque oublié. Mais lorsqu'il a été numérisé et étudié en détail, les gens ont commencé à voir des schémas qu'ils n'avaient pas remarqués auparavant. Une femme marquée comme célibataire était en fait une jeune mariée dont le mari est mort dans le canot de sauvetage 1. Un homme inscrit comme survivant s'est avéré être mort d'une pneumonie quelques jours plus tard. Il avait traversé l'épave, mais n'a pas pu survivre au traumatisme. Même de petites notes comme « mère en deuil » ou « a refusé de manger » peignaient des images de souffrance humaine. Le manifeste donnait également des indices sur l'ordre social, même dans la mort. Certains noms étaient marqués comme passagers salon, tandis que d'autres étaient répertoriés sans classe du tout, juste entre ponts. Les survivants de première classe ont reçu des cabines sur le Carpathia Stia. Les survivants de troisième classe ont dormi sur des couvertures dans les couloirs. Certains n'ont plus jamais parlé de ce qu'ils ont vu. D'autres ont donné des interviews qui ont aidé le monde à comprendre ce qui s'était passé. Mais la vérité était là, sur les pages. Qui s'en est sorti? Qui ne s'en est pas sorti? Qui a été sauvé et n'a toujours pas survécu? Cette liste unique créée dans les jours chaotiques qui ont suivi le naufrage du Titanic est devenue un miroir de la catastrophe. Elle a montré l'inégalité, l'héroïsme, la perte et le caractère aléatoire du destin. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple document gouvernemental contienne autant d'émotions. Mais quand on le lit lentement, on se rend compte que chaque nom avait autrefois un battement de cœur. Chaque espace vide avait autrefois un rêve derrière lui. Et chaque marque à côté d'un nom signifiait que quelqu'un avait remarqué, quelqu'un s'était souvenu.